7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. La problématique des élèves HPI est de plus en plus discutée à l'heure actuelle en France. Les enfants à haut potentiel intellectuel représentent à peu près 300 000 élèves en France, souvent perçus seulement comme très intelligents ou supérieurs à la moyenne. Ils sont pourtant plus de 45% à devoir redoubler à l'école par faute d'accompagnement adéquat et d'aide suffisante. Si le Code de l'éducation prévoit bien des aménagements, la réalité nous montre bien que les résultats escomptés ne sont pas présents. Accompagner un élève HPI est une chose difficile pour les parents, mais aussi pour les professeurs et les chefs d'établissement. En effet, ces enfants qui ont des capacités intellectuelles supérieures à la moyenne ne sont pourtant pas tout à fait faits pour suivre un cursus normal au sein du système éducatif. C'est dans ce contexte qu'une proposition de résolution a été déposée à l'Assemblée nationale, proposition visant à mieux intégrer les élèves à haut potentiel dans le système scolaire. On en parle tout de suite donc avec Emmanuel Bléry. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes député du Rassemblement national du Pas-de-Calais, auteur d'une proposition de résolution donc visant à mieux intégrer les élèves à haut potentiel dans le système scolaire. Et puis, nous sommes également en compagnie de Maëlle Frisac. Bonjour. Bonjour madame. Alors vous êtes chargée de communication à la Fondation pour l'école, ancienne professeure des écoles en classe élémentaire dans le public à Paris, notamment en réseau d'éducation prioritaire. Vous êtes maman de 5 enfants, dont un enfant HPI. Alors, tout à fait. On va commencer peut-être avec vous, justement. Est-ce que vous pourriez nous donner une définition de ces enfants HPI ? On les dit hypersensibles, surdoués, loin de tous ces fantasmes, de ces idées reçues. Comment pouvons-nous définir un enfant à haut potentiel intellectuel ? Oui, alors tout d'abord, je trouve que vous avez raison de parler de fantasmes, parce que dans une société d'injonction à la perfection, il y a un certain mythe du génie, et avec une revendication de beaucoup de parents qui pensent que leur enfant est précoce et surdoué, ce qui est pour moi très symptomatique de notre société des enfants rois. Un enfant HPI, contrairement à ce que peuvent penser certains, ce n'est pas du tout un enfant supérieurement intelligent, qui aurait des capacités extraordinaires, qui est promis à un brillant avenir et qui est exceptionnellement intelligent, mais c'est plutôt un enfant qui est extrêmement différent dans sa façon de fonctionner. Ça peut être dans ses capacités de langage, dans sa vitesse de pensée, dans sa mémoire à court ou à long terme, dans sa capacité d'analyse, etc. Il va avoir un fonctionnement totalement différent. Et comme vous en parlez, c'est ce qui va faire qu'il va être à l'école parfois en échec parce qu'il ne sera pas dans un mode de fonctionnement identique aux enfants de sa génération. Alors, vous-même, Emmanuel Bléry, si je ne me trompe pas, vous êtes au potentiel intellectuel ? Alors moi, je suis surtout venu parler de ma proposition de résolution. Je serais assez prétentieux sur ce plateau parce que justement, j'entendais ce que disait notre interlocutrice. Quand on annonce peut-être parfois que nous sommes au potentiel, c'est très mal perçu, très souvent. C'est très mal perçu puisqu'on ne les connaît pas assez. Moi, je veux surtout en parler politiquement aujourd'hui, puisque c'est mon rôle de faire des propositions en ce sens. Il y a quand même, donc on va finir sur le volet de définition, etc. Pour aujourd'hui, définir un enfant comme étant à haut potentiel intellectuel, il y a tout un cursus. Est-ce qu'il y a des tests à passer ? Est-ce que c'est des rendez-vous médicaux ? Emmanuel Bléry. Oui, effectivement, il y a effectivement des tests à passer, mais très souvent, il faut déjà avoir la chance, peut-être parfois, d'être dans une famille qui peut, j'allais dire, prédétecter ce que vous représentez. Et parfois aussi, à l'école, de retomber sur des professeurs qui se disent, tiens, là, il y a peut-être effectivement un sujet où il faut creuser. Et c'est tout l'objet de cette proposition de résolution, donner plus de moyens à l'éducation nationale, aller jusqu'au bout, puisque, on le disait tout à l'heure, il y a un article dans le Code de l'éducation nationale qui reprend cela, mais derrière, on n'a aucune application par décret notamment, aucune finance qui est donc reroutée vers ces enfants à haut potentiel. Donc il y a un gros travail à faire, mais surtout, je pense que le premier travail, c'est vraiment d'expliquer ce que sont ces enfants. Parce qu'il y a encore aussi beaucoup de professeurs, on le sait, puisqu'on a travaillé quand même durant plus d'un an en tout cas pour faire cette proposition de résolution, qui dès lors que dans leur
leur classe, ils ont un enfant au potentiel et qui ne sont pas eux-mêmes formés à accueillir un enfant au potentiel, et bien parfois ils vont le surcharger de travail, ils vont pas forcément le comportement adapté, et puis ça ne fera que renfermer l'enfant. Donc c'est vraiment, je dirais, il faut prendre ça sous un angle tout à fait, je dirais, différent que ce qu'on pourrait entendre, c'est-à-dire que ce ne sont pas des enfants, je viens de l'entendre, qui naissent avec un savoir absolu, ça n'a strictement rien à voir. Ce sont des connexions cérébrales qui sont différentes, et donc ça les amène même plus, je dirais, vulnérables vis-à-vis des autres s'ils ne sont pas pris en charge, et parfois à se retrouver seuls. Et vous avez rappelé les chiffres, qui sont parfois assez dramatiques. 20% d'entre eux ne vont pas jusqu'au bac, 45% d'entre eux connaissent le redoublement. Et pire, je dirais pire, on a des faisceaux d'indices qui amènent un constat dramatique. On aurait un taux de suicide plus élevé chez les personnes à haut potentiel, dès lors qu'elles ne sont pas prises en charge, en tout cas connues. On va revenir sur le sujet dans un instant avec nos deux invités, mais tout de suite, il est 8h, on fait une rapide pause pour le bulletin d'actualité avec Adèle Rosner. Ligne droite. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Ici, c'est confortable. La table ronde. Alors, nous avions conclu cette première partie avec Emmanuel Bléry qui nous parlait de l'importance de sensibiliser aussi finalement les professeurs et les parents à la détection de ce genre de profils, les hauts potentiels intellectuels chez les enfants. Je m'adresse à vous maintenant, Maëlle Frisac, justement. Est-ce que ce travail de sensibilisation, il n'a pas été pris tellement à cœur qu'aujourd'hui, on fait face aussi à un petit phénomène de mode où, comme on le disait, dès que son enfant est un peu intelligent, s'il lit un peu plus vite que les autres, on va tout de suite s'imaginer que peut-être il est au potentiel intellectuel. Alors, il y a tout à fait un phénomène de mode, mais il faut quand même savoir qu'à partir du moment où on se lance dans un test, aujourd'hui, la plupart des enfants passent le test qui s'appelle le WISC. Voilà, on est maintenant au WISC 5. Le WISC ne se trompe pas, le WISC n'évolue pas dans le temps. Donc, un enfant qui est diagnostiqué on ne peut pas avoir un faux au potentiel. Vous voyez, donc les parents peuvent revendiquer d'avoir un enfant brillant et exceptionnel autant qu'ils veulent. La réalité de ce test est incontestable. Donc, effectivement, on peut encourager les professionnels à le mettre en place plus régulièrement. Maintenant, c'est une chose de passer le test, c'en est une autre de se demander que fait-on des résultats de ce test. Une fois qu'on a les résultats, donc moi j'ai fait passer personnellement le test à mon fils sur la demande des enseignants, les résultats font 8 pages. C'est très complexe. En tant que parent, c'est presque incompréhensible. Donc il faut savoir que ces bouts de papier, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait de cette information? Mon enfant est différent, mon enfant fonctionne différemment. Très bien. Et maintenant, que va-t-on faire? Et c'est là souvent que ça pêche, parce que c'est une chose de diagnostiquer, mais mettre concrètement des adaptations en classe, c'est beaucoup plus difficile. Alors justement, Emmanuel Bléry, c'était votre constat, ça. C'est une fois qu'on se retrouve avec ce dossier sous les mains, nous expliquant qu'un enfant est peut-être différent de ses pairs, qu'est-ce qu'on en fait et quel est l'état des lieux aujourd'hui? Finalement, les parents et les professeurs sont assez abandonnés face à ce cas de figure. Oui, c'est le cas, il faut le dire. Mais j'ajouterais aussi que nous devons prendre, et je suis obligé de le faire en tant que responsable politique, on est obligé de prendre en compte évidemment la réalité aussi de notre pays, la réalité économique, si on veut accompagner effectivement à un moment donné ces enfants. Dans nos travaux, on a pu, je dirais, identifier certaines marges par rapport à cela, certaines marges de manœuvre, certaines ambitions, et notamment nous souhaitons que le gouvernement demain entame une réflexion pour, je dirais, identifier, détecter ces enfants. Alors vous allez me dire, ça coûte combien? Oui, ça coûte cher, il faut le dire. Mais je suis désolé de parler de ça en même temps, d'un coût financier par rapport à ces enfants qui ne méritent pas que l'on parle de l'aspect financier, mais en tant que responsable politique, je suis obligé de le faire. Et on a défini dans cette proposition de résolution, effectivement, peut-être d'identifier, en tout cas de détecter les enfants qui sont en difficulté. C'est-à-dire qu'il y a une réalité aussi, c'est que beaucoup de nos enfants qui sont en difficulté sont parfois, en fait, en vérité, au potentiel, se retrouvent dans des classes spécialisées. J'ai le cas sur ma circonscription d'enfants qui se retrouvent en classe de SECPA. Donc évidemment qu'il faut prendre en charge tous les enfants de la République. D'ailleurs, c'est exactement le
le principe de cette proposition de résolution, mais ne faisons pas l'inverse. Ces enfants ont besoin d'un encadrement particulier, tout en étant, je dirais, dans une vie tout à fait normale. Hein. Il faut qu'ils connaissent, je veux dire, ce que c'est la camaraderie, ce qui est parfois l'affrontement gentil en récréation. Il faut qu'ils connaissent vraiment les choses tout à fait, je dirais, les plus normales possibles, mais en ayant effectivement ces moments, peut-être ces moments particuliers dans leur journée scolaire. Et donc on appelle le gouvernement effectivement à détecter les enfants dans le parcours primaire, avant l'entrée finalement au collège. Et puis aussi, on souhaite aménager, et on a défini cela avec bien sûr l'ensemble des partenaires que j'ai pu auditionner, les spécialistes notamment. On considère que peut-être d'aménager une plage horaire dans la journée justement où ces enfants, avec d'autres, avec leurs camarades, l'ensemble de leurs camarades, auraient à échanger sur des sujets de société, sur des sujets, disons, parfois philosophiques, sur des concepts. Ces enfants ont besoin, en fait, de s'évader, parfois de rêver, d'expliquer des choses qui peuvent peut-être être inexplicables pour les autres. Et vous voyez, c'est aussi une soupape de décompression, c'est-à-dire que... vous savez, des fois, pour ces enfants, faut comprendre que pour ces enfants, quand ils se lèvent le matin, ça peut être franchement un enfer d'aller à l'école. Ça peut être un enfer, parce que se sentent incompris. Il y a cette image de ce psychologue qui me disait, vous savez, ce sont un peu des cygnes au milieu de canards. Donc en fait, il n'y a aucun préjugé là-dedans. C'est-à-dire que cette image est assez significative. Ce sont des cygnes au milieu de canards. Donc du coup, on mange canard, on parle canard, et puis on avance canard. Alors qu'en fait, nous sommes des cygnes. Vous voyez, c'est exactement cette image-là. Et donc l'enfant doit s'adapter en permanence, se remettre en question en permanence. Et donc c'est très compliqué. Mais à partir du moment où on prend en compte, effectivement, on forme mieux les professeurs, on détecte ces enfants, et du coup, pour le coût financier, on ne peut pas détecter tout le monde, il faut dire la vérité. Par contre, détectons ceux qui sont en difficulté. Et parmi ceux qui sont en difficulté, on va retrouver des hauts potentiels qu'il faudra accompagner, voyez-vous. Et ensuite, effectivement, on laissera aussi, évidemment, je dirais, le peuple à un moment décider. C'est pas seulement politique de décider des choses. Évidemment, nous, on donne une impulsion avec cette proposition de résolution. On donne, je dirais, ce petit coup de fouet, si je puis me permettre, pour faire avancer un petit peu la question. Il n'y a rien de prétentieux dans cette proposition de résolution. D'ailleurs, on a éviter la proposition de loi, par exemple, qui serait peut-être trop clivante, voyez-vous. Moi, bien sûr que j'appartiens à un parti politique, à un groupe politique, et très bien, mais on voulait être peut-être le moins clivant possible. C'est-à-dire qu'on a la possibilité, par la Constitution, de déposer une proposition de résolution, qui est une autre manière de s'exprimer à l'Assemblée nationale. En tout cas, on espère qu'elle sera à un moment donné débattue. Donc, détectons ces enfants, investissons pour le coup, financièrement, pour qu'on ait des référents par académie, même plutôt par territoire. En académie, ça veut pas dire grand-chose, mais par territoire, pour qu'on puisse avoir un relais. Quand le professeur détecte quelque part un enfant qui, potentiellement, serait... comme on dit, surdoué, on aurait un référent qui pourrait prendre le relais, en lien avec les parents, bien sûr, et le corps enseignant, faire le relais. On le détecte, on identifie vraiment l'enfant, sans le stigmatiser. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'à la fin, il ne faut pas que l'on stigmatise. C'est pour ça qu'il faut que le professeur soit vraiment formé à cela, et à l'accompagnement. Et puis je pense, je dis de manière très raisonnable, pour ceux qui n'auraient pas compris, c'est pour ça qu'il y a un gros travail pédagogique, on pourrait nous dire, mais oui, d'accord, c'est bien, mais finalement, vous voulez vous parler qu'aux élites. Pas du tout, pas du tout. Ces enfants appartiennent à toutes les classes sociales. C'est-à-dire qu'on est environ à 2,3% de la population mondiale, c'est-à-dire qu'on retrouve ces enfants, je veux dire, dans toutes les strates de la société, dans toutes les classes sociales, et c'est en cela qu'il faut, je dirais, amener la République à servir l'ensemble de ces enfants. Maëlle Frisac, je me tourne vers vous. On entendait les propos de monsieur le député à l'instant. Effectivement, face à ces profils assez atypiques, on pourrait être tenté, et en tout cas le gouvernement semble adepte de ces mesures, de créer des classes spécifiques. On parlait déjà de classes par niveau, alors pourquoi pas tout de suite essayer de regrouper tous ces enfants HPI dans une classe. On comprend que c'est pas vraiment la solution, et puis que finalement ces enfants pourraient même être des moteurs, et puis apporter quelque chose de stimulant aux autres élèves. Oui, tout à fait. Alors, c'est intéressant ce que vous dites parce que justement, ces enfants ont une énorme valeur ajoutée à apporter aux classes et on ne peut pas, pour deux raisons, les mettre à part. La première,
c'est que même en les mettant tous ensemble, ils ont un fonctionnement qui est propre à chaque individu. Tous les enfants HPI ne fonctionneront pas du tout de la même manière. Certains seront extrêmement anxieux, d'autres non. Certains seront extrêmement timides, d'autres non. Certains auront des difficultés à verbaliser leurs pensées, d'autres au contraire sont extrêmement prolixes. Donc il n'y a pas du tout un moule spécifique. Et la deuxième raison, c'est qu'on priverait les enfants entre guillemets normaux, les enfants que l'on rencontre plus fréquemment dans les classes, on les priverait de cette possibilité de vivre ensemble, de s'enrichir mutuellement. Moi, ce que je regrette, c'est que dans les classes aujourd'hui, dans les écoles, on ne laisse pas assez de place à ces enfants HPI pour apporter quelque chose en plus. Je donne un exemple. Tout à l'heure, on a parlé des enfants HPI qui sont en échec scolaire. Mais il y a également les enfants HPI qui sont en situation de réussite, mais de mal-être. Parce qu'on peut être en situation et de réussite et de mal-être en même temps. Ces enfants-là, certains entendent toute la journée de la part de leur maîtresse « Je ne t'interroge pas parce que je sais que tu sais ». Imaginez l'atrocité de cette phrase. Mais vraiment, je l'ai entendue, je l'ai vue prononcer, je l'ai peut-être, j'espère pas, mais peut-être l'ai-je prononcée à mon insu. C'est terrible pour un enfant d'entendre « je ne t'interroge pas car je sais que tu sais ». Donc ces enfants-là, assez vite, ils tirent des conclusions. L'école n'a rien à m'apporter et je n'ai rien à apporter à l'école. Et là, on arrive dans un système extrêmement cruel où ces enfants HPI commencent à être en situation presque de décrochage scolaire. Et puis après, c'est la porte ouverte à tout un tas de choses qui peuvent aller, comme vous le disiez, monsieur le député, jusqu'à la dépression, jusqu'au suicide. Voilà, donc on ne peut pas écarter ces enfants, mais il faut leur laisser une place très importante dans le système. Et il faut, je pense, remettre un petit peu de bonheur et de joie à l'école en donnant à chaque individu sa place. Il n'y a pas une façon d'enseigner, il n'y a pas un élève type, il n'y a pas un élève modèle. Et je pense que chaque élève a vraiment sa pierre à apporter à l'édifice, comme dans un orchestre où chacun joue son propre instrument, mais l'harmonie, elle se fait quand tout le monde joue ensemble. Alors vous, justement, en tant que maman d'un enfant à haut potentiel intellectuel et puis aussi en tant qu'ancienne professeure, qu'est-ce que vous auriez aimé avoir comme aide de la part de l'État, par exemple, pour pouvoir justement adapter l'éducation et l'enseignement de votre enfant ou de vos élèves, si vous avez eu aussi des élèves HPI? Alors, je pense qu'en tant que parent et en tant qu'enseignant, c'est assez différent parce qu'en tant que parent, on peut aller beaucoup chercher l'information par soi-même et on connaît par cœur notre enfant, donc on va essayer de trouver des ajustements et tous les jours, on peut remanier ces ajustements. En tant qu'enseignant, on se retrouve parfois face à une classe de 30 élèves et là, et c'est du direct, j'ai envie de dire, l'ajustement est très difficile à mettre en place parce que quand on s'occupe d'un élève spécifiquement, il y a les 29 autres qui attendent et qui peuvent se dissiper, etc. C'est très difficile d'accorder un temps à un élève en particulier. J'aurais aimé qu'on soit mieux formé et je pense que la formation des enseignants est vraiment une priorité. À la Fondation pour l'école, on organise une formation qui s'appelle Profil atypique et remédiation et qui propose aux enseignants de se former à toutes ces problématiques. Et quand j'enseignais dans le public, j'ai eu une formation qui a été intitulée enfant HPI et profil particulier. Et ce que j'ai entendu, je ne me souviens pas de tout, mais il y a une phrase qui m'a vraiment choquée, c'était les enfants HPI, c'est un problème créé par les catégories socio-professionnelles supérieures pour les enfants des catégories moyennes supérieures. Voilà. Donc en fait, une fois que cette phrase était dite, il n'y avait plus rien d'autre à dire. C'était un modèle inventé, en quelque sorte. Emmanuel Bléry, je vous ai vu réagir justement en écoutant cette phrase. Oui, j'ai écouté cette phrase, mais aussi les autres. C'est vrai que pour les parents, pour le corps enseignant, pour le HPI lui-même, c'est à chaque fois un déchirement quand les constats sont mauvais. En vérité, parfois les gens sont malveillants et même méchants à leur égard, parce que, encore une fois, peut-être
peut-être de bonne foi, dirais-je, Mm. parce qu'ils ne savent pas ce que sont ces enfants. Donc la formation est très importante. La formation est très importante, mais aussi et surtout d'expliquer peut-être par d'autres méthodes, d'autres moyens. C'est pas aussi simple que ça, c'est pas aussi évident de comprendre ce qu'est un enfant au potentiel. Peut-être que les mots ne sont pas les bons quand on dit au potentiel, quand on dit surdoué, quand on dit zèbre. Peut-être qu'il faut trouver une autre sémantique. Voyons, on peut repartir à chaque fois presque de zéro et créer, je dirais, de nouveau, en tout cas, d'une nouvelle définition, je dirais, de ces enfants. Parce que quand j'ai interrogé les spécialistes, voyez-vous, moi j'essaie de faire dans cette proposition de résolution vraiment un vrai condensé, mais assez clair, assez, je dirais, j'espère efficace pour être bien compris. Mais même entre eux, les spécialistes, effectivement, ont chacun, à un moment donné, faut le dire, leur angle de vue et puis des mots différents pour aborder cela. Je dis pas qu'on doit être uniformisé, c'est pas ça du tout la question, hein, mais pour expliquer notamment aux professeurs, je pense que à partir de là, il faut avoir une définition très claire et puis je veux dire aussi que peut-être que certains professeurs, je crois, mais ça c'est humain avant tout, hein, ne comprendront peut-être jamais, mais c'est pas parce que ce sont des professeurs, ce sont les hommes et les femmes, parfois, ils ne veulent pas comprendre en fait, ils ne veulent pas chercher, ils pensent que c'est encore une fois, que c'est une élite, alors que pas du tout, je veux dire, il y a autant de surdoués chez les pauvres, et surtout, si on prend en charge, c'est ce que je dis souvent, ces enfants, si on les identifie, si on les accompagne, on en fait des grands serviteurs de la nation. C'est ça qui est important demain. Voyez-vous, on en fera des chercheurs, on en fera peut-être des artistes, on en fera... Et celui qui voudrait être artisan sera artisan, et il excellera plus tard en tant qu'artisan, voyez-vous. On en fera vraiment, comme je dis, de nouveaux concepteurs. Ce sont peut-être des gens, voyez-vous, qui vont se lever un matin, qui vont trouver une nouvelle idée pour notre pays, pour le monde, pour qu'on aille mieux en fait dans ce monde. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et ils serviront eux, l'ensemble des Français en vérité. Ils ne feront pas de différence. Voyez-vous, ce sont des enfants qui sont surtout au fond dans la bienveillance en fait. Ils sont dans la bienveillance et ils ont affaire à un monde plutôt malveillant à leur égard. Donc à nous de travailler là-dessus, aux parents, aux corps enseignants, au monde associatif, parce que je sais qu'il y a un tissu associatif qui se bouge sur ces questions. Il faut les mettre un peu plus, je pense, en lumière pour comprendre ces enfants. Ces 300 000 enfants, ce n'est pas rien, et je le répète, voilà, l'État doit donner les moyens pour que la République puisse servir l'ensemble de ces enfants et les accompagner. Justement, je me rebondis sur cette phrase, l'État doit donner les moyens. On est vraiment là dans la mise en place de structures qui permettront d'aider les professeurs et les parents. En revanche, ce sont vraiment les professeurs et les parents qui doivent prendre en main ce problème, et peut-être que l'État, une fois qu'il a mis en place les structures et les moyens d'aide, devrait peut-être se retirer, puisque vous le disiez, Maëlle Frisac, les hauts potentiels intellectuels sont des profils qui sont très variés. Les parents eux-mêmes, en fait, ont la capacité de s'adapter à la spécificité de leur enfant. Les professeurs, peut-être. L'État, justement, pourrait être peut-être un peu trop éloigné de ces profils pour pouvoir ensuite déterminer précisément ce dont chaque enfant a besoin. Oui, tout à fait. C'est essentiellement l'enseignant qui aura le rôle principal dans cette affaire, si je peux dire. Et puis, il faut savoir que les enfants HPI ont besoin, pour développer leurs talents, pour les faire émerger, d'une relation extrêmement forte avec l'adulte. Ils sont des enfants hypersensibles, des enfants qui sont dotés d'une empathie assez exceptionnelle. Et donc, un enfant HPI peut vraiment être excellent, par exemple, en CE1, être extrêmement heureux, extrêmement impliqué en classe, et être en échec scolaire total en CE2 s'il y a eu un changement de maître et que c'est accompagné d'un choc émotionnel, empathique. Enfin, donc, le maître ou la maîtresse a vraiment la première place, c'est absolument fondamental. Et donc, c'est lui qui va devoir, c'est une mission extrêmement difficile, ambitieuse, mais absolument nécessaire et puis magnifique quand c'est bien accompli. L'enseignant va devoir donner cette confiance en lui à cet enfant. Et pour ça, il y a des astuces, des méthodes, des possibilités de laisser l'enfant s'exprimer, d'avoir le droit d'avoir des raisonnements différents. Aujourd'hui, on est dans un système où quand on donne un problème à un enfant, il faut le calcul, la phrase-réponse, et il n'y a pas d'autre façon de fonctionner. Et l'enfant HPI ne va pas toujours être capable de définir son raisonnement. Donc, il va falloir lui laisser le temps, lui expliquer qu'à l'école, on attend de lui qu'il explique ses raisonnements, mais qu'on sait que pour lui, c'est plus compliqué. Donc, il va falloir lui laisser le temps. Il va avoir besoin si
situations de réussite. Donc, s'il ne fait dans sa journée que des exercices dits classiques, il aura possiblement pas beaucoup de situations de réussite. Donc, il faut pouvoir avoir peut-être en fond de classe un jeu d'échecs, des choses qui vont le passionner, qui vont vraiment l'attirer et qui vont montrer aux autres élèves tout ce que lui aussi a comme connaissance, enfin, ça va créer du lien entre les enfants. Ils vont voilà, qu'il y ait une complémentarité intellectuelle entre tous. Oui, donc au-delà de la gestion de ces enfants, il faut surtout les voir comme une pièce maîtresse des solutions à mettre en place et il faut vraiment véritablement les intégrer au processus. Tout à fait. Et en fait, je pense que c'est l'enfant HPI qui détient lui-même la solution. Ouais. Si on va discuter avec lui, de quoi as-tu besoin? Explique-moi. Déjà, il se sentira pris en considération et ces enfants-là ne sont pas assez souvent pris en considération. Donc là, le maître va lui demander de quoi as-tu besoin? Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Et je ne peux pas croire que l'enfant n'ait pas de réponse à apporter. Il en aura forcément une. Et après, à l'adulte et à l'enfant de trouver un compromis qui convienne à tout le monde. Parce qu'un enfant HPI ne peut pas non plus mobiliser. Il y en a certains qui ont aussi des troubles associés, type TDAH, etc. On ne peut pas non plus mobiliser toute l'attention de la classe, toute la journée autour de ses enfants. Donc, il va falloir leur apprendre, j'aime pas ce mot, mais à rentrer dans le moule de l'école. Mais en contrepartie, qu'est-ce qu'on peut leur apporter? Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Et là, il y a vraiment énormément d'ajustements à mettre en place. Emmanuel Bléry, vous vouliez réagir? Oui, en réaction évidemment à ce qui vient d'être dit, mais aussi juste avant. Je vais aller sur ce qui a été juste avant justement, mais ces enfants sont évidemment eux-mêmes la solution. Il faut comprendre qu'ils sont capables de se remettre en question en permanence. Et quand je parlais de concept tout à l'heure, quand je parle de concept, je parle de concept à l'école. Comment être pris en charge, comment être compris, c'est eux qui ont la réponse. Il faut aussi leur donner la parole, et aux adultes aussi, au potentiel, pour trouver les chemins. Mais je voulais rebondir aussi sur ce qui a été dit encore un petit peu plus avant. Voyez-vous, on peut, pour donner une image, on a cet élève au collège, au potentiel, peut-être non détecté, qui est en cours d'histoire géo, et il est en osmose avec son professeur, parce que le professeur fait vivre son cours d'histoire géo. Il voit la Révolution française quand on lui en parle, et du coup ça l'emmène dans des idées, ça l'emmène sur peut-être des images, et puis il va quitter ce cours où il est peut-être brillant pour atteindre le cours d'anglais ou de mathématiques, que sais-je, et le professeur va faire son cours normalement, bien sûr, mais il n'aura peut-être pas capté je dirais, ce qu'il est, cet enfant, et cet enfant va se retrouver, mais à la limite, au fond de la classe, peut-être en train de faire des bêtises, peut-être en train de, je dirais même peut-être d'être viré de la classe, pour parler clairement, parce qu'il devient insupportable, parce que il s'ennuie, parce que, voyez-vous, c'est même pas sur une année, ça peut être d'une classe à une autre, en tout cas d'un cours à un autre, où l'enfant s'adapte d'un côté et pas de l'autre, et encore une fois on arrive effectivement à cette formation des professeurs, mais je rejoins vraiment notre interlocutrice. Eux-mêmes ont la solution, eux-mêmes peuvent proposer des choses, et je le dis franchement, ce sont des enfants qui ne penseront jamais justement eux-mêmes. Ils vont concepter des choses pour un ensemble, en fait, pour que tout le monde puisse s'épanouir, les hauts potentiels, les non hauts potentiels, alors je ne sais pas comment on les appelle, mais en tout cas, voilà, c'est à nous d'ouvrir ce chantier. C'est un chantier, à nous de le faire pour nos enfants. Alors on me dira oui, mais politiquement il y a d'autres priorités. Je crois que dès lors qu'il s'agit de nos enfants, sincèrement, les priorités sont partout et tout le temps. Il nous reste quelques minutes, alors en quelques mots, je vais vous demander d'être rapide. Emmanuel Bléry, qu'est-ce que vous attendez là de cette résolution que vous avez proposée? Moi je suis... comment dirais-je, hyper positif. On se battra pour qu'elle soit débattue à l'Assemblée nationale, évidemment. Et je compte sur l'ensemble de mes collègues parlementaires, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, pour voter cette proposition de résolution qui amènera le gouvernement derrière, si elle est débattue, si elle est votée, à prendre en compte nos remarques et à avancer sur le sujet. Je rappelle que le Code de l'éducation nationale aujourd'hui reprend un seul alinéa qui parle de ces enfants au potentiel, mais derrière on n'a aucun décret d'application et on n'a aucune je dirais, vision, encore une fois je suis désolé d'en parler, mais de finances publiques par rapport à cela. Et il faut rerouter, il faut le dire, de l'argent, il faut former nos professeurs, il faut je dirais prendre en charge une partie du coût financier de
devant les spécialistes pour détecter nos enfants, parce que ça aussi, c'est un sujet. Ça coûte très cher d'aller faire donc détecter son enfant. Évidemment qu'ils sont du coup un peu plus détectés dans la classe moyenne supérieure, plutôt que chez les gens qui sont en difficulté financière. Donc à la République je dirais, de donner le là. Et de donner des finances pour détecter ces enfants. Maëlle Frisac, je conclue avec vous en 3 mots cette résolution en tant que maman d'un enfant HPI, justement. Elle vous soulage ? Ça vous rend confiante de voir que... Moi, le travail est déjà derrière moi puisqu'on l'a fait, mais je pense effectivement que c'est une très bonne chose pour les enfants qui auraient ce besoin. Oui, en effet, je rejoins tout à fait ce qu'a dit monsieur le député. Et je pense pour aller plus loin qu'il faut vraiment défendre tous les enfants dans leur individualité, que chaque enfant, de toute façon, est porteur de particularités. Et chaque enfant est une fécondité pour son école. À la Fondation pour l'école, on essaye vraiment de défendre les écoles qui mettent en place des systèmes de valorisation de chaque enfant. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été parmi nous et puis de porter justement la voix de ces enfants aussi qui, on l'a dit, ressentent parfois un véritable mal-être. Emmanuel Berry, je rappelle que vous êtes député du Rassemblement national et auteur donc d'une proposition de résolution déposée sur les enfants au potentiel et leur soutien. Et Maëlle Frisac, vous êtes chargée de communication à la Fondation pour l'école, ancienne professeure des écoles en classe élémentaire dans le public à Paris et notamment en réseau d'éducation prioritaire. Vous êtes maman de 5 enfants, dont un enfant à haut potentiel. Merci à tous les deux d'avoir été parmi nous et puis bon courage pour la suite.